Ce ne sont pas des touristes ordinaires. Ils sont citoyens du monde. Partis de France en août dernier, Orion et Jean-Christophe Keppel ont entrepris de faire un tour de la Terre pour l'amour de l'humanité. Parcourant l'Asie et l'Amérique latine pendant 18 mois, ils réalisent des reportages écrits et audiovisuels sur les programmes des organisations non gouvernementales des pays qu'ils traversent. À travers leurs reportages, ils témoignent de l'action des organisations humanitaires dans le monde. Première étape de notre tour du monde humanitaire, l'Inde et l'État du Gujarat. C'est dans cette région du nord-ouest de l'Inde que le 26 janvier 2001, la Terre a tremblé. Le séisme, d'une amplitude de 7,9 sur l'échelle de Richter, qui en compte 9, est le plus puissant qu'a connu le pays depuis 50 ans. Nous avons voulu voir comment la vie avait repris son cours 6 mois après ce tremblement de terre. Deux semaines après cette catastrophe naturelle, les derniers bilans présentés par le gouvernement fédéral ont fait état de 16 000 morts. 200 000 habitations se sont effondrées. Tandis que les infrastructures de santé sont pour la plupart détruites, des installations d'urgence sont nécessaires pour venir au secours des milliers de blessés. On estime que 37 millions de personnes sont d'une manière ou d'une autre affectées par la catastrophe. Lors de notre arrivée, nous avons reçu un choc en voyant l'état des routes, des écoles et des habitations. Il ne reste que des amas de pierre et de ciment, témoignage de la puissance du séisme. Les besoins les plus urgents étaient avant tout de reconstruire les habitations et de permettre aux familles touchées par le séisme de se procurer des ressources minimum par l'agriculture et l'artisanat. Mais il fallait également reconstruire les écoles et les crèches tout en améliorant le système de santé. C'est le programme de post-urgence développé par Dipalaya, une association indienne appuyée par l'ONG française Aide et Action, que nous avons souhaité mettre en lumière. Nous avons visité une vingtaine de villages et plus de 25 écoles dans le district du Kutch, l'un des plus pauvres du Gujarat. Nous avons constaté qu'en 6 mois, beaucoup reste à faire. Les salles de classe sont encore en cours de construction et peu sont équipées de bureaux et de chaises. Les conditions de travail sont dès lors très précaires. Cependant, de nombreuses organisations telles que l'UNICEF sont venues prêter main forte au gouvernement indien. Presque chaque école a ainsi bénéficié d'une tente, de petits matériels scolaires, de toilettes externes et de bacs d'eau permettant de reprendre les cours dans des conditions presque acceptables. La reconstruction de cette région ne peut se faire en un jour. Le tremblement de terre du 26 janvier l'a considérablement désorganisée. Dans ce contexte défavorable, les habitants souhaitent reprendre rapidement le cours de leur vie. Ils sont réputés pour leur force morale et leur capacité à affronter le malheur. Mais pourraient-ils encore résister à une nouvelle catastrophe dans l'état actuel des choses ? Il est 5h30 du matin, des enfants entament leur jogging. Le soleil commence à se lever sur Ompai, village montagnard situé au nord de la Thaïlande. Plus de 200 élèves appartenant à l'ethnie Karen sont scolarisés dans cette école créée par le gouvernement thaïlandais en partenariat avec l'ONG française Enfants du Mékong. Pour la centaine d'enfants pensionnaires de ce centre, chaque jour de la semaine débute par des exercices physiques. Juste après le petit déjeuner, souvent à base de riz et de légumes, les autres enfants habitant dans les proches environs rejoignent leurs camarades pour démarrer les corvées d'entretien. Nous avons été impressionnés par l'organisation de cette petite communauté d'enfants âgés de 3 à 14 ans. Chacun sait ce qu'il a à faire.
Les petits comme les grands ne sont pas épargnés par les tâches. Nous assistons alors à un ballet de petites fourmis au travail. Vaisselle, cuisine, cantine, douche, toilettes, salle de classe, bibliothèque sont lavées et rangées. Le grand terrain de jeu est nettoyé de ses feuilles mortes. Les haies, les plantes et les arbustes sont entretenus et arrosés. Pendant ce temps, les plus grands, filles comme garçons, préparent les repas pour 200 personnes. En les voyant cuire le riz, éplucher les légumes, découper la viande de porc ou le poisson provenant de leur élevage, nous restons admiratifs. Aucun ne semble s'ennuyer, au contraire, ils semblent s'amuser. Ces corvées sont bien plus faciles que le travail harassant dans les champs, à cultiver la terre ou à planter le riz. Cette petite communauté apprend dès leur plus jeune âge non seulement la discipline, mais également le respect des institutions publiques. L'école, la patrie et le roi. Le gouvernement thaïlandais souhaite intégrer la minorité karen qui a sa propre culture et sa propre langue. Le meilleur moyen d'insérer ces peuples montagnards est l'éducation de leurs enfants. Mathématiques, géographie, histoire, anglais, thaïlandais sont parmi tant d'autres les matières enseignées par les professeurs. L'école possède des classes en dur assez bien équipées en chaises et tables. Les enfants sont disciplinés et participent en général activement aux cours. Grâce au programme de parrainage de l'ONG Enfants du Mékong présente en Asie du Sud-Est depuis 1958, plus de 200 enfants peuvent suivre une scolarité dans cette école. Beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions difficiles au sein de leur foyer et sont conscients de la chance de bénéficier de cette formation. À 16h, l'école est finie, les uns rentrent dans leur foyer tout proche, d'autres peuvent alors s'adonner à leurs activités et jeux favoris avant le coucher du soleil. Pour les pensionnaires du centre, la journée s'achève par une douche à l'eau froide, sous une température d'à peine 10 degrés. Après cette épreuve de force, certains enfants regagnent déjà leur chambre. D'autres préfèrent se retrouver une dernière fois autour d'un feu pour parler de leur journée ou encore entonner des chansons au refrain chaleureux. Le jour se lève sur Ston Minche, la plus grande décharge de Phnom Penh, capitale du Cambodge. Une vision bouleversante se présente devant nos yeux. Sur un champ d'immondices laissé à l'air libre, dégageant des nuages de fumée et une odeur insupportable, des hommes, des femmes et des enfants commencent leur journée de travail. On les appelle les chiffonniers. Ils sont des milliers à chercher inlassablement des bouts de ferraille et de plastique qu'ils revendront pour quelques centimes d'euros à des industriels. Tandis que les camions poubelles ne cessent de déverser leurs détritus, les pelleteuses se chargent d'aplanir les monticules formés, manquant d'écraser les enfants chiffonniers. Les risques de blessures et de maladies sont énormes. Nous sommes restés de longs moments silencieux face à ce spectacle révoltant. Peut-on rester inactif en voyant cela ? En avril 1995, bouleversé par la découverte de cette décharge, Christian Despalières et sa femme décident de créer l'association pour un sourire d'enfant avec une école à proximité de la décharge. Ouvert un an plus tard, ce centre permet aux enfants chiffonniers de rattraper leur retard scolaire dû au temps passé au travail sur la décharge. L'enseignement a pour but de donner à chaque élève un bagage solide en khmer, en mathématiques, en physique et en langues étrangères, anglais et français, indispensable dans un pays à vocation touristique. Nous avons remarqué l'importance prêtée aux activités sportives et théâtrales. L'association insiste énormément sur une pédagogie vivante et participative. Aujourd'hui, l'association pour un sourire d'enfant scolarise en plus des 500 enfants du centre, 1300 autres chiffonniers dans les écoles publiques. C'est une première bataille gagnée sur l'analphabétisation. Mais les Despalières se sont rendus compte qu'en déplaçant les enfants dans leurs écoles, elles privaient leurs parents de revenus supplémentaires. Ils ont donc décidé de leur donner des sacs de riz en compensation. Par la même occasion, ils ont créé une paillote qui sert de cantine pour les enfants et les femmes enceintes. On y sert 7 jours sur 7 et dès 6h30 du matin, plusieurs centaines de repas directement sur le lieu de travail des chiffonniers. De plus, cette paillote est dotée d'un puits d'eau non potable pour permettre aux enfants de se laver.
Chaque matin, 2 personnes sont là, à l'heure du repas, pour assurer les premiers soins pour les plaies, les écorchures, les brûlures, etc. Le centre étant complet, la paillote est également utilisée pour d'autres programmes, comme l'alphabétisation pour les jeunes mamans. Aujourd'hui, un nouveau défi est à relever. Pour sortir de la misère, lire, écrire, compter et calculer n'est pas encore suffisant si les enfants n'accèdent pas à un métier. Pour éviter qu'ils ne retournent sur la décharge, PSE a décidé de mettre en place des formations adaptées aux besoins des entreprises. En osant l'impossible, Christian et Marie-France ne cessent d'être mis à l'épreuve par toutes les souffrances intolérables qu'ils doivent affronter chaque jour. En contrepartie, ils reçoivent une richesse qu'ils n'échangeraient pour rien au monde, les sourires retrouvés des 1800 enfants qui les entourent. Nous sommes à Quito, la capitale de l'Équateur, perchée à 1800 mètres d'altitude. Avec les responsables de l'ONG française Fraternité Euro-Équateur, nous nous rendons à Pissouli, dans la banlieue nord de la ville, pour visiter un nouveau programme de soutien scolaire aux enfants défavorisés du quartier. Pour mieux comprendre les besoins des habitants de ce nouveau bidonville, nous sommes allés à leur rencontre. De part et d'autre des ruelles en terre se sont édifiées des cabanes faites de planches de bois, de carton et de tôle. Ce sont les habitations des derniers arrivants. Pour les plus anciens, les masures sont devenues des maisons en murs de parpaing. Nous prenons conscience du grave problème d'insalubrité qui règne dans ce bidonville et du manque évident d'infrastructures éducatives et de santé. L'association Fraternité Euro-Équateur connaît bien ces problèmes. Elle travaille dans ce pays depuis 1986, dans la banlieue nord de la ville, le Comité del Pueblo. Elle y a développé un centre de soutien pour 180 enfants. Tous ont la chance d'avoir un parrain. Mais les responsables ont constaté avec regret que le centre devenait trop important. Ils ont entrepris de développer une antenne dans le quartier Pissouli. Nous sommes allés visiter ce nouveau centre, accompagnés de ses responsables. Ces derniers ont trouvé un local prêté par la paroisse du quartier pour le soutien scolaire et les ateliers ludiques. 11 gamins sont pour le moment inscrits dans ce centre. Ils ont été choisis selon les mêmes critères que ceux du Comité del Pueblo. Parents élevant seuls les enfants, familles nombreuses, revenus quasi inexistants, etc. Le but est de proposer aux enfants défavorisés une structure d'accueil et d'offrir à ces enfants, dès le plus jeune âge, une éducation active, spontanée, afin de les préparer au mieux à l'école primaire. D'autre part, pour combattre le problème de la malnutrition qui y règne, l'association propose aux enfants une nourriture saine et équilibrée. Là-bas, à Quito, les intervenants des ONG ont décidé de passer à l'action. Agir est la meilleure réponse aux injustices de ce monde. Nous sommes au Pérou, proche de Cusco, 3e ville du pays. Nous partons à la découverte de cette région reculée, accompagnés des responsables ingénieurs de l'ONG Plan International. La population est composée majoritairement d'éleveurs de moutons et de paysans. Le climat y est rude et sec. L'eau est présente, mais pas là où les besoins se font ressentir. Dans ce village, les habitants ont de grosses difficultés pour subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Les enfants vont souvent à l'école, le ventre vide. Pour lutter contre cela, l'ONG Plan International a décidé de mettre en place le premier programme d'acheminement d'eau vers ces villages. Durant des semaines entières, les hommes du village ont passé une partie de leur journée à détourner la rivière, à effectuer des tranchées, à couler du béton. En même temps, il leur fallait continuer à s'occuper des champs pour nourrir leur famille. Malgré les contraintes naturelles dues à la géographie complexe, le résultat final est à la hauteur de ce projet ambitieux. Grâce à ce système d'irrigation et aux techniques agricoles enseignées par les ingénieurs agronomes de l'ONG, les paysans peuvent maintenant cultiver de nombreux légumes. Les pommes de terre sont maintenant plus grosses, amenant un apport calorique plus important. De même, la productivité en a été améliorée.
Avec de nouvelles semences, les paysans peuvent aujourd'hui lutter efficacement contre la malnutrition en diversifiant les aliments produits. Plan International, fort de son succès, a décidé d'étendre son rayon d'action aux villages avoisinants les plus nécessiteux. En quelques semaines, 10 villages ont vu naître un nouveau système d'irrigation. L'ONG résume l'objectif principal de leurs actions par cette simple phrase : l'enfant est au cœur de nos réalisations. Potosí, cette fameuse montagne bolivienne, rebaptisée Cerro Rico par les Espagnols lors de leur arrivée au début du XVIe siècle, aura fortement marqué l'histoire. C'est grâce à la prodigieuse quantité d'argent extraite de ses entrailles durant 3 siècles et au sacrifice de 6 millions d'esclaves indiens et noirs que la ville aura fortement contribué au développement industriel de l'Europe. Depuis les années 80, ce sont des coopératives privées qui gèrent l'exploitation de nombreuses galeries. Aujourd'hui, des milliers de mineurs, dont 6500 enfants, travaillent à l'intérieur et à l'extérieur de la mine. Nous avons rencontré l'ONG Centre pour le développement régional, qui œuvre pour l'arrêt du travail infantile dans les mines de Potosí. Ils sont en majorité vendeurs de boissons, de nourriture ou de minerais pour les touristes. Viviane, cette petite fille, nous explique qu'elle a 3 frères et sœurs, âgés de 4, 6 et 16 ans, et qu'ils vendent tous les 3 aux abords de la mine. Certains jouent les apprentis guides, s'occupent de la préparation du matériel minier, vestes, bottes et lampes, et parfois font visiter les galeries à des touristes. En général, ils commencent à l'âge de 4 ans. Mais près de 5000 autres font un travail physique à l'intérieur de la mine. Au début, leur travail consiste à aider les adultes en leur apportant du matériel. Mais rapidement, ils deviennent de véritables mineurs puisqu'ils chargent et déchargent les brouettes, extraient à la main ou à la pioche les minerais et parfois même manipulent de la dynamite. Les conditions de travail sont déjà pénibles pour les adultes. Imaginez pour des enfants qui démarrent dès l'âge de 10 ans. Ce sont eux les plus exposés au risque. Effondrement de galeries, chute de pierres, maladies respiratoires dues à la poussière de minerais et de cyanure. Nous avons rencontré Roberto, un gamin de 12 ans travaillant depuis 2 ans dans la mine. Devant le propriétaire de la mine qui l'emploie, nous l'avons interviewé. Combien d'heures travaillez-vous par jour ? Lui va travailler 10 heures, tandis que moi je vais travailler jusqu'à 13 heures. Ensuite, je vais aller à l'école pour étudier. J'étudie pour sortir de la mine dans laquelle je suis. J'aime la roche, j'aime l'obscurité, mais je ne veux pas continuer à travailler comme ça et attraper la silicose. Que veux-tu faire plus tard ? Je veux être militaire. Lorsque les mineurs ont un accident ou meurent, ce sont les familles qui doivent payer les coûts. Les propriétaires de la coopérative ne donnent rien. Si on meurt, on nous oublie. Tout le monde nous oublie comme si on n'avait jamais existé. Les enfants travaillent parce qu'ils en ont besoin. Nous ne pouvons pas les priver de cela. Nous sommes en démocratie, non ? Si on les prive de ce travail, mais de quoi vont-ils vivre ? Il est vrai que beaucoup de familles vivent dans une pauvreté extrême. Les enfants sont donc obligés de travailler. La seule activité rémunératrice étant l'exploitation de l'argent, ils se retrouvent rapidement enrôlés avec le consentement des adultes. Un sacrifice que les enfants ne devraient pas supporter. Roberto, comme les autres enfants mineurs, n'ont-ils pas le droit aussi de vivre leur vie d'enfant ?